Bonjour à tous et bienvenue en ce joyeux mois de juin sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Et bonjour. Générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Chers amis, nous nous retrouvons ce mois de juin pour un nouveau cycle. Après avoir été hautement plébiscité concernant le cycle précédent sur le cinéma d'animation français, et afin de préparer au mieux vos vacances d'été, nous vous proposons un cycle consacré à l'aventure. Ouh. Je sais pas quoi dire. Voilà. Énormément de motivation autour de cette table avec moi aujourd'hui pour commencer ce cycle formidable que nous vous avons concocté. Nous allons débuter par La Momie, le film de Stephen Sommers, sorti en 1999 avec bidule truc dont déjà j'ai zappé le nom, Brendan Fraser. Et évidemment... J'ai pas regardé le bon film. Oui, voilà, alors on va tous faire la blague. Moi, j'ai regardé un film québécois sur le voilà, syndrome d'Oedipe. Non, je voulais la faire quand on bouffait. Ah, pardon. Non, mais c'est parce qu'il me revenait pas. Donc, évidemment, de Xavier Dolan. Et avec Tom Cruise. Je me disais, il n'y a pas beaucoup d'aventures. Non. Ça se passe pas dans la jungle. Quand est-ce qu'ils partent pour l'Amérique du Sud Alors, c'est vrai que là où on aurait pu se planter pour de vrai, c'est qu'il y a deux films momies, séparés de peu d'années, avec celui qui était, dans mon souvenir, assez mauvais, avec Tom Cruise. Donc là, non, nous parlons de celui avec Brendan Fraser et Rachel Weisz, bien entendu. Ouais, mais je crois qu'il y en a même deux avec ces deux acteurs. Oui, parce qu'il y a des principaux. suites. Ouais, Il y en a c'est même ça. trois. Il y en a même. Il y en a Ça Le serait donc retour une de la trilogie. momie et la momie et la tombe de l'empereur dragon. D'accord. La momie Ah oui, et son oui. voisin, la momie et sa camomille. La momie va à l'école. Voilà. La momie vote pour Emmanuel Macron. Enfin, voilà. Eh bien, voilà. Nous vous souhaitons la bonne journée et à la semaine prochaine. Alors, eh bien, oui, La Momie. Alors, pourquoi ce choix on va pas vous le dire puisque on a fait notre petite sélection, mais effectivement, dans le genre film d'aventure produit comme un bon film d'aventure, ça se pose là. Louis va nous faire un petit topo explicatif parce qu'il y a une petite genèse quand même à ce film. On peut quand même dire que pour un film de 1999, c'est quand même 80 millions de dollars, ce qui est quand même une grosse somme, notamment pour l'époque, parce que pour aujourd'hui, bon, c'est une pub Coca-Cola, quoi, mais disons que c'est pas mal. Et puis alors, ça on aura l'occasion d'en parler, on sent encore l'influence formidable des années 90 dans ce film-là. Voilà. Alors, on n'a pas encore franchi le cap du postmodernisme, et donc c'est quand même assez... Très premier degré. Très premier degré. Alors Louis, c'est toi qui nous as dit tout à l'heure, ouais, j'ai quand même 2-3 trucs à dire. Oui, ça va être beaucoup du name dropping en fait. C'est un peu pour les fans de cinéma de cette période-là. En fait, en regardant un petit peu comment le film s'est monté, il y a plein de noms qui sont apparus, qui sont assez étonnants parce qu'on imagine ce qu'aurait pu donner ce film s'il n'avait pas été réalisé en 99 par Stephen Sommers, qui par ailleurs, sans être très très connu, est quand même un peu une figure du cinéma d'action de cette époque. Avec des Van Helsing, avec Hugh Jackman, G.I. Joe, etc. Donc, dans les années 90-2000, c'était quand même quelqu'un qui a fait des films qui ont marqué la jeunesse de beaucoup de monde. Simplement, le projet est initié en 92 et il est pensé pour remettre au goût du jour ce qu'on appelait les Universal Monsters, qui étaient... Oh, l'action c'est pas mal pour une fois. Pour une fois. Qui sont ces films classiques de l'Universal des années 20 et 30, surtout des années 30 d'ailleurs, qui comptent Dracula, L'Homme Invisible, des films de James Whale, des films de Tom Browning, dont Frankenstein était un des plus... pardon, pas Frankenstein justement, mais La Momie était un des plus grands représentants. C'était vraiment peut-être... si ce n'est le film le plus marquant de cette époque, c'est vraiment
Un film qui a marqué, notamment parce qu'on avait Boris Karloff qui incarnait cette fameuse momie réalisée par Karl Freund. Et donc la Universal est intéressée par l'idée dans les années 90 de remettre au goût du jour des figures de monstres à travers des films pas très chers. Et donc tu parlais du budget, à la base le film devait coûter $10 millions, C'est pire que quand relativement tu fais une salle de modeste, pour en faire un petit film d'horreur. Et le premier à travailler sur un script et à proposer quelque chose à la Universal, c'est Clive Barker. Alors je trouve ça assez étonnant, parce que Clive Barker, pour ceux qui connaissent, c'est Hellraiser, Candyman, des films assez violents, trash, et apparemment justement la première version était un film plutôt de série B, pas très cher, mais hyper érotique, gore, qui racontait l'histoire d'un conservateur de musée qui faisait des rituels pour faire revenir une... Ah, ça aurait été bien ça. Ouais, sachant que Clive Barker c'est vraiment très sombre hein, pour le coup, et donc bon, la Universal se dit ouais, c'est un peu de niche, c'est peut-être pas un peu assez familial pour... Exactement. Donc ils vont se dire tiens, on va se tourner du côté d'un cinéaste familial, on va aller voir George Romero. Évidemment, auteur de La Nuit des Morts Vivants, qui va proposer justement de faire un truc un peu dans l'esprit de La Nuit des Morts Vivants, c'est-à-dire plutôt un truc d'invasion de morts vivants. Martin, on ne l'oublie pas. Never forget. Meilleur film. Donc un truc de zombies mais avec des momies. Alors finalement la fin il y a un peu de ça hein, parce qu'il y a des zombies momies qui sortent un peu de partout. Et donc le projet va circuler comme ça de nom en nom. Alors je cite Joe Dante, on a déjà parlé de Gremlins 2. Je cite Mick Garris, on en a déjà parlé puisqu'il a fait l'adaptation de Shining. Mais bon, tous ces gens-là, ils vont en fait très vite quitter le projet. Après être embauché. On a aussi Wes Craven qui va carrément refuser de le réaliser alors qu'il était appelé. Wes Craven, c'est quand même les Griffes de la Nuit. Ouais. Et donc on sent qu'on va plutôt chercher des cinéastes d'horreur, des cinéastes qui sont dans le cinéma d'épouvante, donc le projet à la base est plutôt pensé comme ça. Et là débarque Stephen Sommers qui dit, écoutez, la momie c'est quand même aussi l'Égypte, des grands paysages. Et si on faisait une espèce de mélange entre Indiana Jones et Jason et les Argonautes. Alors Indiana Jones, je pense que tout le monde voit. Jason et les Argonautes, c'était ce film à grand spectacle, notamment avec des animations faites par Ray Harryhausen en stop motion, c'est-à-dire que c'était des marionnettes animées image par image qu'on incrustait avec des vrais acteurs et pour faire des combats entre des squelettes et des acteurs en live, disons. Et donc le film, finalement, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est lui qui va finalement réaliser le film. Et donc, avant de parler de quoi ça parle, c'est ça, quoi. C'est une espèce de gros film d'aventure familial qui finalement coûte très cher, donc est très spectaculaire. Va aussi beaucoup se vendre à l'époque sur ses effets spéciaux numériques. En 89, c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Moi, je me souviens à l'époque des making-of, ils parlaient que de ça. Et même en le découvrant au cours des années 2000, ça restait impressionnant à l'époque. Et donc, comme la Universal à cette époque-là passe un petit peu un mauvais moment au niveau des finances, ils vont décider d'en faire un gros film porteur. Et ça va plutôt porter ses fruits puisque ça va être un gros succès. Et ça va relancer un peu la mode à la fois des films d'aventure qui se passent dans le passé, disons, un peu en costume des années, se passe dans les années 20, je crois, en l'occurrence, là. Et des films d'aventure, disons, dépaysants, en l'occurrence, là, l'Égypte, sachant qu'à mon avis, tous les enfants des années 90, surtout les jeunes garçons, étaient fans de l'espace, des astronautes, des dinosaures et des momies et de l'Égypte, donc ils ont tapé juste à peu près à tous les niveaux. Bien. Et voilà pour cette introduction. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on va y revenir, mais le côté horrifique, même du film tel qu'il a été réalisé avec le réalisateur final choisi, fonctionne, en tout cas pour l'époque, je pense, fonctionne quand même très bien. Donc voilà. Oui, en effet. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment la peine de pitcher le truc. Hein, voilà, c'est en Égypte, ça commence en moins 1235 avant maintenant. Avant moi. Et bien entendu, donc il y a des histoires de tromperie, de femmes à moitié à poil et très lascives. Et dès le début. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on apprécie ce début quand même. Alors moi la première. Alors avant, je m'interromps tout de suite dans le résumé. Quand même, le mec cherche la merde puisqu'il doit pas toucher la meuf, mais je veux dire, tu peux faire les choses autrement. Et il lui met sa grosse patte sur l'épaule comme ça quand le facochère, j'allais dire, le pharaon, qui ressemble à un facochère. Quand le pharaon arrive, il dit oui, qui c'est qui l'a touché? Il y a des vieilles traces sur ton bras, tout dégueu. Bon, son maquillage a coulé, voilà, son tatouage. Franchement, les mecs savent pas s'y prendre, quoi. Je veux dire, si tu veux être discret, enfin. Et puis fais pas ça dans la chambre nuptiale du pharaon. Les mecs, ils ont 1 milliard de mètres carrés d'habitation. Ouais. Bon, mais ils font ça là, derrière, avec les. Bon, enfin. Passons. Donc, Imhotep et sa meuf, qui est pas sa meuf, tac, ils sont mis dans des boîtes qui s'appellent donc des sarcophages parce qu'ils sont punis pour avoir fait ci, fait ça, etc. Ils sont maudits. Et donc, saut dans le terre. On arrive dans les années 1920.
l'époque où les gens savaient encore s'habiller. Ça, c'est quand même le gros plus du film. Et donc, toute une petite bande à la fois d'Anglais et d'Américains font des recherches archéologiques, toujours comme dans tous ces films d'aventure, dans le but quand même de s'en mettre essentiellement plein les poches, parce que c'est toujours très, très, très intéressé. Et c'est là que vont se rencontrer, un peu par hasard, donc le personnage interprété par Rachel Weisz et celui interprété par Brendan Fraser, qui ne faisait pas encore 293 kilos à l'époque. Référence évidemment au film qu'il a remis en selle, si j'ose dire, récemment. The Whale. Voilà, que j'ai pas vu, donc j'en parle pas. Mais ici, vous l'avez vu, je crois. Non, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est de la merde. Ah voilà, oui, non, j'étais plus. C'est excellent. Moi, je me permets de rien dire. Bon, écoutez. Alors voilà, ils partent, ça se tire dessus, ça fomente, hein, ça essaie de dépasser les autres pour d'ailleurs ils veulent une sorte de trésor qui serait dans la cité de Madame Kublai. Non, je l'ai noté. Je ne retrouve pas la ligne, je suis désolé. La cité des morts, quoi. Voilà, la cité des morts, oui. Je pense que. La cité des morts. La cité des morts. Voilà, c'est tout. Ils veulent doubler les Américains. Ouais, bah oui. C'est une bande d'Anglais et ils sont moins nombreux. Il y a une chasse au trésor. En fait, dans les années 20, c'est un moment où il y a encore plein de trésors à découvrir. C'est les Occidentaux qui viennent saccager, littéralement piller. En fait, c'est des pillards, hein, parce que c'est même pas vraiment des scientifiques. Pas tous, oui. T'en as toujours un scientifique dans l'équipe. Voilà, et puis, c'est pour donner un peu de légitimité au truc, quoi. Parce qu'il y a des moments où il faut savoir lire l'égyptien. C'est pas quoi, alors hiéroglyphe de merde. Et c'est justement l'appât du gain qui va les amener à réveiller une vieille malédiction. Voilà, parce que finalement c'est ça. À un moment donné, hein, les gens volent des choses, alors ça réveille le petit scarabée. Et puis ensuite, en ouvrant des bouquins et en ouvrant tout simplement un sarcophage. Voilà. Et ben tac, la momie. Donc Imhotep. Celui qui est donc il y a 2300 ans, 400 ans, s'était fait enfermer vivant. Il avait subi la pire torture et malédiction. Le Hainununglu, si ma prononciation est bonne. Et non, c'est pas ça. Je sais rien. Je sais plus ce qu'ils disent. Ils n'arrêtent pas de parler dans une langue bizarre. Mais oui, et donc avec les scarabées et tout qui le bouffent. Bon. Lentement. Mais sûrement. Quand et donc, sous le sarcophage, il y a des traces de griffures. Ouais. On a mal, quoi. Ouais. Bon. Et voilà, après, comme la momie, elle est pas gentille, il faut lutter contre la momie. Parce que la momie, du coup, son but, c'est de revivre... se taper Rachel Weisz. En fait, il y a deux choses. C'est se taper Rachel Weisz, 3 du coup. Ouais. Se taper Rachel Weisz. Revivre, donc retrouver son incarnation charnelle, donc du coup, d'aspirer l'énergie vitale de vivant, et de faire ressusciter, ça c'est son but ultime, faire ressusciter la femme qu'il aimait, qui était la femme du pharaon. La maîtresse du pharaon. Celle qui se peignait le truc, Et du coup, il y a une espèce d'histoire d'amour au fond, et ça c'est un truc plutôt pas mal, parce que du coup, le pharaon, c'est un méchant, mais pas un méchant parce qu'il est amoureux, en gros, quoi. Et il fait ça par amour, plus ou moins. Le prêtre. Le prêtre. Pas le pharaon. Pardon, pas le pharaon, la momie, quoi, en gros, qui est le prêtre, pardon, oui, pas le pharaon, le prêtre fait ça par amour, c'est pas c'est pas pour le pouvoir c'est pas pour tuer tout le monde, voilà. Non, ça c'est dommage que ça crée un petit peu d'empathie, même si le personnage en fait est très monolithique, hein. Plutôt beau gosse, assez charismatique, je trouve. Oui, c'est facile. T'as une grande cape et les cheveux et la tête rasée, voilà, toujours des plans en contre-plongée, forcément. Ça aide. Alors, nous, on n'est pas en contre-plongée. Non. Hein. Et puis, il peut manger des sacrés Big Mac, parce que comme petit lourd, sa bouche, c'est pas rien. Alors, justement, par rapport à ça, je me suis noté, parce que moi, j'ai pas pris ce film du tout au sérieux, ça m'a fait chier. J'étais sûr de l'avoir déjà vu, je crois que je l'avais déjà vu, mais j'avais vraiment tout oublié, ce qui se passera une fois que cette émission. Je croyais que c'était un film que t'adorais. Ah non, c'est Mathilde qui m'a dit, vous pourriez faire la momie. J'ai dit, bon, d'accord, une fois n'est pas coutume, je vais l'écouter. Donc, je vous ai proposé tout de suite la momie. Moi, je m'en bats les couilles, mais un truc modèle géant, et me suis fait hyper chier hier, et je notais en revanche quand même, je sais pas comment il s'appelle l'acteur, mais il y a des acteurs, il faut leur tirer notre chapeau, parce que quand il réfléchit, quand tu dois jouer sur un fond vert la plupart du temps, je sais quoi, et qu'on te dit là tu dois être très très en colère, et comme t'ouvres ta bouche en fait ça va faire pareil sur le sable immense, donc il faut que tu fasses scène, il a l'air tellement con. Moi je pourrais pas faire ça, même avec $10 000 la journée, tu vois, tu dis non, j'ai l'air trop con, non excuse-moi Stephen, mais je peux pas, j'ai l'air trop con, je peux pas faire un truc pareil. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. C'est aussi ce que le film a hérité des années 90, c'est comme tu le disais, ce premier degré qui est pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que pour le meilleur, c'est le film prend plutôt au sérieux ce qu'il raconte, donc
il y a pas mal de séquences d'action, de séquences, disons, d'aventure qui marchent plutôt bien parce que c'est vraiment spectaculaire. La séquence de poursuite en avion avec justement le prêtre momie qui les poursuit sous forme d'une immense vague de sable, etc. Ouais. Bon, Le bateau aussi, la scène du bateau est hyper bien. Ouais. Et puis alors, tu parlais de fond vert, mine de rien, à l'époque, il y a le numérique qui est utilisé ponctuellement pour des choses qu'on ne pourrait vraiment pas faire aussi bien en effet pratique, notamment pour créer des profondeurs dans la peau, des choses comme ça. Ou au contraire des trucs qui rentrent sous la peau. Alors ça, gros traumatisme d'enfance. Le scarabée qui rentre sous la peau, le mec arrache sa veste et on voit une boule qui se déplace sous sa peau et qui rentre dans son crâne. Bref. Ouais. Mais donc ça, c'est plutôt pour le meilleur, on va dire, quoi. C'est que le film a plutôt un cachet de film d'aventure. Et pour le pire, c'est que y a des trucs vraiment ringards et des trucs. En fait, le personnage de Brendan Fraser est assez détestable presque tout le long du film. À la fin, on retourne le truc en mode non, en fait, il est sympa, mais globalement, il est misogyne, il est violent pour rien, il maltraite plutôt les gens. Et il a ce côté un peu rigolard, mais souvent, moi je le trouve assez agressif, quoi. Il balance les mecs par-dessus bord, il a deux doigts de les tuer. Et d'ailleurs, chose marrante, mais j'ai regardé le film en VO pour la première fois, parce qu'enfant, je l'ai toujours vu en VF. Et je l'ai mis en VF quelques minutes, et ça fait très bizarre, parce que ce qui renforce, je pense, ce côté vraiment méchant et agressif et détestable, c'est que en français, il est doublé par le mec qui double le Gordon Ramsay dans Cauchemar en cuisine. Et du coup, à chaque fois, quand il chope un mec par le callback, j'ai l'impression qu'il va lui dire « Tu m'as fait bouffer ça !» Comment est-ce que tu ranges tes couteaux? Et voilà, le film est assez ringard en fait, mais il est assez sympathique. Et en vrai, c'est un peu triché parce que moi j'ai vu le film 10 000 fois enfant, je le connaissais vraiment par cœur. Et c'est vrai qu'enfant ça marche du tonnerre parce qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a le décor, l'histoire de la malédiction, etc. On y croit à fond. Et puis, comme dit, ça fait un peu film d'horreur pour ados parce que il y a pas mal d'images un peu, un peu pas gore, mais un peu glauque, un petit peu dans le registre du macabre, avec des cadavres desséchés, des momies. À un moment donné, il a un trou dans la peau, il y a un scorpion qui rentre et il le croque, alors que le scorpion est rentré par le trou qu'il a dans la joue. Scarabée. Un scarabée, ouais. Je suis nul aujourd'hui, je suis nul. Non, mais on vous en prie, je confonds tout. Bon, j'ai pas dit facochère, moi. Non, tu vois, donc déjà, t'as encore de la marge. Bon, ça a pas, c'est très très ancré dans les années 90, donc. Après, moi, je trouve que justement, alors c'est vraiment fin 90, je crois que c'est 99 la sortie du film. Ouais. Je trouve que justement les effets visuels, tout ce qui est FX et tout, est plutôt pas mal en fait. Même en le revoyant en 2023. Je me dis, c'est ok. Et moi, j'ai eu la même réaction que toi, Louis. Je me souvenais plus du tout du film. Mais par contre, dès que j'ai vu cette scène avec le scarabée qui rentre sous la peau, j'étais en mode, oh, le traumatisme d'enfance. Et même, à un moment, il y a un personnage donc, qui se fait... qui perd ses yeux et qui perd sa langue parce que la momie lui prend, quoi. Imagine, t'as 8 ans, tu vois. Et c'est vraiment, ça m'avait terrifiée quand j'étais gamine. Je sais pas à quel âge je l'ai vu, mais moi, je suis de 96, il est sorti en 99, donc j'ai dû le voir dans les années 2000. Oh, et vraiment, il y a vraiment des scènes qui m'ont terrifiée. Il y a tout, même. En fait, comme tu dis, c'est pas gore, il y a pas de sang, il y a pas de. Mais c'est vraiment insidieux, quoi. C'est vraiment des scènes. Quoi. Ouais, voilà, crado, c'est ça. Puis il meurt. Ce qui est aussi peut-être choquant quand t'es ado, c'est qu'il meurt dans d'énormes souffrances, disons. Ouais. Oui, il y en a qui prennent, oui. J'ai fait une 2 chevaux, là. Mais du coup, les personnages, quand il y a beaucoup de personnages qui hurlent au moment où ils se font tuer, il y a évidemment énormément de hors-champ. On voit vraiment les personnages mourir à l'écran. Quoique, des fois, quand ils ouvrent la première couche du tombeau avant de récupérer un livre maudit, je sais pas quoi, il y a des espèces des assistants, quoi, en gros, de l'expédition américaine qui se prennent un jet d'acide, puis ils se retournent, ils ont la peau qui brûle. C'est assez spectaculaire. Et alors, en parlant d'ailleurs du statut de ces assistants, disons, un autre truc qui a un peu vieilli et qui est très typé années 90, c'est l'espèce de racisme latent du film, où tous les étrangers, et notamment les Égyptiens, sont montrés comme des sauvages ou des abrutis. Et il y a notamment ce personnage secondaire qui est l'archétype du comic relief, c'est-à-dire le personnage qui est un peu la caution comique, qui est un gardien de prison qui épargne la vie du personnage de Brendan Fraser pour justement l'accompagner dans la recherche d'un trésor dont il a lui-même entendu parler. Et le mec a un accent à couper au couteau, mais absolument odieux. Il parle un mélange d'égyptiens, d'arabes et d'égyptiens plutôt, et d'anglais avec ses comparses pour qu'on comprenne quand même ce qu'il dit. Et surtout, il est dépeint comme un mec con, sale, qui sent mauvais. Il y a plein de blagues là-dessus. Et c'est jamais désamorcé. Et en plus,
il meurt comme une merde. En une phrase, on dit il est mort. Et alors, il meurt donc c'est la fameuse scène du scarabée qui rentre sous la peau, donc c'est spectaculaire. Il court, il s'explose le crâne comme un débile parce qu'il fonce droit devant, quoi, parce qu'il a peur. Et après, il y a à ton avis, il est mort de quoi? Et on apprend comme ça qu'il est mort. Alors qu'on nous le présente comme un personnage secondaire, quoi. Et du coup, il a juste servi à faire rire et à passer pour un gros porc, avec un accent absolument horrible, qui est hyper exagéré, autant en VO qu'en VF. Et la plupart des personnages en fait égyptiens dans le film sont soit des méchants, soit des gens cyniques. Il y a le fameux pas Bobby là, Benny, qui est quand même vraiment le vieux salope, quoi. Le vieux rat traître, le mec qui est là, s'il peut sauver sa peau en tuant tous les autres, il le fait. Et c'est assez odieux pour le coup. Et c'est très premier degré, ça. Truc typique des années 90. C'est que c'est hyper premier degré, ils ont aucun problème à se foutre de la gueule de ces personnages. Et il y a ce truc un peu latent de ouais, mais on peut parce que c'est un étranger, quoi. La seule chose qui retourne un petit peu cette dimension-là, c'est que il y a quand même les protecteurs du Temple des Morts, là. Qui au début apparaissent comme des méchants qui veulent les attaquer pour pas qu'ils puissent rentrer, et puis bien sûr quand les Anglais et les Américains ont ouvert le tombeau qui disent oh non une momie, et ben ils disent bah ouais mais les gars en fait on a tout fait pour que vous rentriez pas dedans. Après donc, il y a des fusils, il y a la bataille, il y a la bagarre, etc. Ils auraient pu aussi penser à utiliser cette chose merveilleuse qu'on appelle le langage, et simplement leur dire, mais en même temps ça aurait été grillé qu'il y avait une malédiction. Et puis est-ce que vraiment c'est sympa, moi tu me tires dessus pendant 20 minutes, tu me dis c'était pour t'aider, ça me fait chier, quoi. Oui, ça c'est pas faux. Bon après ils ont quand même l'appât du gain. Mais oui, est-ce que ça les aura arrêtés? On ne sait pas. Alors après, tant qu'on est dans les trucs effectivement où ces belles années 90, pareil, on a le personnage féminin. Alors bien sûr, Rachel Weisz, bien sûr, personnage quand même, parce qu'on n'ose pas aller au bout non plus du truc, c'est-à-dire qu'elle est intelligente, elle est cultivée, elle parle l'égyptien, elle arrive à décoder les trucs, donc c'est la caution scientifique vraiment du truc. Mais enfin, elle est quand même bien contente de pouvoir se mettre à l'abri de ce gros costaud d'anciens militaires, prisonniers, tout ça. Elle se fait emballer à la fin, elle est bien contente, etc. Ça tombe de nulle part, ce truc. Ils ont quasiment aucune affinité tout le long, ils se dragouillent vite fait. C'est obligatoire, quoi. Ça, c'est vraiment le genre de truc. Ça se fait encore aujourd'hui, cela dit. Oui. Il y a la scène où elle est beurrée parce qu'ils ont bu du Glenlivet, je ne sais quoi. Et il veut vraiment la faire boire. Il a encore un petit coup. On voit bien. Il est vraiment Brendan Fraser, c'est vraiment un gros enculé dans le film. Là, enfin, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que on n'y va pas par quatre chemins, quoi. Je veux dire, c'est un type qui sait ce qu'il veut, quoi. Il se fait embrasser 2 fois de force dans le film aussi, quand même. Voilà. Bon, alors ça, après, je pense qu'il y a débat. Il y a débat. Il y a débat de quoi? Il y a débat. Est-ce que c'est forcé ou pas forcé, tu vois? La scène de la prison. Ah oui. Au début, en gros, Brendan Fraser lui demande de s'approcher pour lui dire un truc. Il est sur le point de se faire pendre et du coup, il l'embrasse. Et quelques minutes après, dans le film, il fait j'allais crever, autant en profiter, quoi. Alors ça, mais elle prend la mouche. C'est tout à fait vrai. Il fait comprendre que c'est pas bien. S'il allait mourir après, ça peut peut-être s'excuser. Mais oui, le personnage est quand même pas très. Elle le fait très bien, mais c'est cette espèce d'ingénu un peu nunuche, un peu nunuche, très maladroite. C'est la première scène où on la voit, elle fait tomber toute une bibliothèque. Alors là, c'est ça qui est formidable. Montré comme étant un personnage maladroit. Et plusieurs fois dans le film, il y a des petits. À un moment, elle veut prendre un truc au porte-manteau, elle le met à côté, ça tombe. Il y a plein de petites attentions comme ça, de cette caractéristique qui est la sienne. Qui sert pas grand chose à part à faire cette espèce de mix un peu habituel, c'est-à-dire aventure et beaucoup de rigolade. Donc dès le début elle est droite sur son échelle, tout se casse la gueule, ça dure très très longtemps en fait. Dans l'économie du film tu te dis pourquoi pour un truc qui sert pas grand chose si ce n'est à rendre le personnage féminin pas très sérieux. Non, et puis le stéréotype de la demoiselle en détresse aussi, quoi. C'est vraiment pour appuyer, à mon avis. C'est un peu dommage. Après, on est en 99, quoi. Voilà. Et puis la comédie est très américaine, c'est-à-dire que la comédie est toujours un commentaire de l'action. Les deux ne se mélangent jamais. Il y a de l'action ponctuée par de la comédie. Il y a jamais de l'action elle-même comique, sauf à la fin quand Brendan Fraser se bat, il va en fait involontairement combattre des momies qui sont dans son dos avec les mouvements d'épée qu'il fait. C'est à peu près tout. Sinon, la plupart du temps, c'est de la ponctuation ou du commentaire de l'action. Et ça, c'est très très dommage. Pour le coup, c'est vraiment le truc à l'américaine, c'est-à-dire où on a une espèce de double rythme dans les séquences, où la comédie est là pour créer une forme de ponctuation, pour que la séquence d'action soit pas trop intense. Et ça, c'est typique de cette époque, c'est plutôt maîtrisé, c'est à l'américaine. Mais les séquences de combat sont molles, c'est pas très bien chorégraphié. C'est vraiment un film bourrin. Cela dit, la mise en scène, toute fonctionnelle soit-elle, ne manque pas de petits moments, non pas d'éclat, mais c'est plutôt sympathique. On sent qu'il y a une forme de soin dans la manière de filmer les décors. Et ça, c'est pas mal pour le coup. Un truc a à peu près disparu parce que soit c'est numérique, soit les cinéastes ne savent plus filmer ni l'action ni les décors.
plus rien. Je veux dire, le cinéma d'action blockbuster américain contemporain est quand même relativement laid et assez imbuvable. Là, on sent qu'il y a un amour pour les décors, il y a un amour pour ces personnages hyper typés. Et pour le coup, c'est pas mal sur le renvoi que ça fait aux années 30, où on sent aussi qu'il y a cet amour un peu du cinéma classique, avec des personnages très marqués, donc aussi stéréotypés. Ça rattrape pas le fait qu'ils sont assez imbuvables, et qu'il y a une espèce de misogynie latente du personnage, mais aussi du film, comme tu le disais, qui fait du personnage féminin une espèce de fonction. Ouais. Mais il y a aussi cet amour un peu du cinéma classique, et on sent la présence du film des années 30, même si le côté aventure est encore plus renforcé pour le coup. Ouais, tout à fait. Et moi, je sais pas si vous vous êtes fait la même réflexion, mais on parlait un peu plus tôt dans Ouvert pour Inventaire, n'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes, de Cléopâtre, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et vraiment la scène d'introduction en Égypte avec la petite voix off, à mon avis, c'est très clairement... ce qui a été repris aussi pour... C'est surtout un stéréotype. Enfin, c'est aussi un stéréotype. Ouais, quoi, ouais. Oui, de grands films classiques. Ouais, puis c'est un problème, la momie, ça montre aussi, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on te bazarde dans une voix off, où... T'as un moment, par exemple, on t'explique en gros que le mec, c'est le gars le plus recherché d'Égypte, et il a pillé le tombeau pour récupérer le cadavre de la femme qui venait de mourir. Mais comment il a fait ça ? Moi, je veux le voir, ça. C'est ça que je veux voir. C'est pas le plan de coupe de eux qui courent dans le désert. Et dans le film, il y a quand même beaucoup de trucs hors champ où ça va un peu vite. Comme le mec qui meurt, tu vois. Il y a un personnage qui meurt, on te le dit au détour. Oh, il est mort. Et ça dure quand même 2 heures le film. Hein, ouais. Un peu... Oui. Aujourd'hui, c'est court. Parce que les films durent tous 3 heures maintenant, mais à l'époque, pour un. Mais hier soir, c'était long. Je vous le dis. Après, honnêtement, le film, franchement, est assez ringard. On peut le dire, il est assez concon. C'est très bêta, c'est très premier degré. Mais au-delà du souvenir d'enfance, moi je trouve que ça se tient plutôt bien en termes de rythme, c'est plutôt sympathique. C'est du bon ouvrage hollywoodien des années 2000. C'est pas du tout un grand film, c'est même plutôt pas terrible en fait. Mais moi je dirais que c'est plutôt dans le haut du panier de ce cinéma qui est lui-même globalement plutôt médiocre. Mais puis on sent qu'il y a. Moi j'aime bien les gens qui aiment bien ce qu'ils filment, mais on sent quand même ils sont amusés, quoi. Oui, et puis les décors, des costumes. Ils font les choses, c'est ça qui est bien. C'est qu'ils font, quand tu disais premier degré, c'est-à-dire qu'ils vont au bout du truc. Il y a pas, on ne se regarde pas en train de faire. On ne se moque pas des gens qui vont regarder. On donne tout au risque d'être ridicule. On fait les trucs qui marchent avec le frère de Rachel Weisz. Je sais plus le nom de cet acteur, mais qui est formidable parce que c'est celui qui commande, ou quand il se met à marcher comme un zombie pour pouvoir, tu vas passer inaperçu au milieu de voilà. C'est des petites conneries. Tu fais très très. Il y a des gars par contre qui marchent bien. Le mec par exemple qui commence à sortir une croix pour prier de lui. Il voit que ça marche pas. Du coup, il sort plein d'amulettes et de trucs de toutes les religions monothéistes. Et ça marche jusqu'aux juifs. Voilà. Enfin, avec les juifs, ça fonctionne. Oui. Pour une raison, du coup, en plus, qui le sauve. Et on vous spoil pas, entre guillemets. Mais... Bon, c'est-à-dire l'esclavage, quoi. Oui. Du coup, il le prend en esclavage parce qu'il reconnaît. Mais ça va, c'est un esclavage assez tranquille pour lui, quand même. Parce qu'il est assez ça devient libre. son second, quoi. Oui, voilà. Donc on parle de Benny, pour ceux qui ne sont pas situés. Benny Hill. C'est un peu un personnage pathétique et comique. Ah oui. Mais plutôt marrant. C'est vrai que ce qui rachète le film, c'est ça. C'est que c'est pas. En fait, ça a coûté beaucoup d'argent, être très spectaculaire, etc. Ça se prend pas tellement au sérieux. Et c'est du spectacle, du divertissement, et qui assume. Ce n'est vraiment rien d'autre. Voilà, mais ça l'assume entièrement. Et c'est même plutôt rare parce que des films qui ne commentent à ce point rien. Ben, en fait, c'est rare. Parce qu'il n'y a même pas un truc sur l'appât du gain, il n'y a vraiment rien. Enfin, c'est des thématiques. Il n'y a pas de réflexion, alors que, je veux dire, on sur en la parlera. colonisation, même des cinéastes connus pour être dans le pur entertainment, etc., du type Spielberg, il y a toujours, entre guillemets, quelque chose. Il n'y a pas un grand message. Entre les lignes, tu peux toujours trouver un petit truc. Ça raconte quelque chose d'autre que ce que le scénario premier degré nous dit. Là, c'est pas le cas. C'est assez rare, en fait, des films d'aventure qui ne sont plus ou moins rien d'autre que des films d'aventure. Complètement. Mais il se trouve que c'est un film d'aventure plutôt pas trop mal, donc... Bon, après, ça rejoint un petit peu ce que vous dites là, et c'est... Moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, parce que j'ai été plutôt bien prise dans le film du début à presque la fin, c'est que l'objectif principal de la momie, tu comprends que c'est récupérer son corps et refaire vivre son amante, sa maîtresse, voilà. Et... au dernier moment, il ne tue pas Rachel, comment elle s'appelle, Evelyn, je crois, dans le film, parce que bon, il y a un autre truc qui lui, enfin voilà, ils font réincarner des gardes de pharaon zombies,
et il se dit oh bah non, je vais plutôt aller voir ce qui se passe là-bas. Alors surtout, que vraiment, on s'en parce qu'il fout. voit Quoi. l'autre livre qui est parce qu'il y a un livre Ah oui, des voilà, morts. c'est un peu ça. le bordel quand Ouais, même. ouais. Le film, parce qu'il y a un livre des morts Ouais. et après il ramène en gros le livre de la vie quoi. Ouais. Et en le voyant, il fait le livre de la vie. Il arrête son couteau. Je fais tu l'as d'abord. Bah et voilà, après... on est d'accord. Mais ça c'est ouais, typique mais des bon, ex oui, à l'américaine. c'est clair. Non mais le film est très très con pour le coup. Oui, ouais. Mais cela dit, il est encore moins con que ses suites pour vous dire à quel point. Ouais. Et on adore ces livres, on veut tous avoir un livre qui s'ouvre avec un machin Ah comme ouais, ça. Ça, On dirait les livres pour bébés, tu sais, dont Oui. les pages font 3 cm d'épaisseur. Alors là, elles sont en or massif, mais c'est quand même un peu classe, c'est vrai, un carnet comme ça qui s'ouvre, qui fait clic-clic. Ouais. Ouais. J'ai bien envie de l'avoir, ce truc-là. Moi, je mettrais du papier, parce qu'alors en revanche, il faut écrire en gravant dans de l'or, c'est casse-burne, quoi. Comment on écrit ouvert pour inventaire en hiéroglyphe? C'est pas des notes, ouais. Bon, ben voilà, on a fait le tour de La Momie. Oui. Le film est disponible sur Netflix. Tout Oui, à fait. pour encore, en revanche, peut-être pas très longtemps, je sais plus. Je sais pas. Ouais. Bah, Aucune idée. quand vous nous écoutez, à mon avis, Il y est sera plus. encore. D'ailleurs, le Il film sera est nouveau. toutes ses suites, hein, parce qu'il y en a beaucoup Les sur deux Netflix. suites, si on compte, parce qu'il y a eu La Momie 2 avec le Roi Scorpion joué par The Rock, et du coup, ça a donné une espèce de spin-off. Je crois qu'il y en a 2. Le Roi Scorpion, qui sont des films Oh vraiment la bouse, ah oui. Et le Roi Scorpion, La Momie 2, ça se passe en 1900 dans les années 20. Le Roi Scorpion, c'est vraiment l'histoire du Roi Scorpion en Égypte à l'époque, machin. Et après, des années après, je l'avais vu au cinéma avec mon papa à l'époque. D'ailleurs, j'étais hypé comme un dingue parce que j'avais tous les DVD de La Momie. C'était La Momie 3 qui cette fois-ci se passe en Chine, si je dis pas de bêtises. C'est la tombe de l'empereur dragon. Oui. Donc ça va visiter une autre mythologie que l'Égypte antique et du coup Brendan Fraser devient une espèce de Nathan Drake un peu. Il y a un côté Uncharted, c'est le mec qui va piller des tombeaux partout dans le monde en tuant plein de gens sur son passage. Voilà, super. Et en faisant des blagues. J'ai tué plein de monde. Lol. Mes enfants, des recommandations pour nous quitter? Oui. Allez, Nice. Moi, je vous recommande. Alors, j'ai 2 petites recommandations parce que ce matin, j'ai fini d'écouter la dernière émission de Et toi, t'en penses quoi ? Donc, qui est disponible sur Spotify, Deezer. J'en ai déjà parlé dans Ouvert pour Il y a Inventaire. longtemps, oui. Mais comme ils viennent de reprendre, je me permets de le replacer ici, qui est une émission un peu philo, où c'est deux comparses, 2 amis qui essayent de dénouer... Oh putain, Oui. j'arrive pas à m'exprimer. Dénouer un peu des sujets qui sont tombés au baccalauréat en philosophie. Et c'est très rigolo. Ils parlent aussi un petit peu de film et un petit peu de musique. Et voilà, c'est marrant, donc allez écouter. Et également, niveau film, j'ai vu récemment Sans filtre de Ruben Östlund, Eh oui. qui est disponible sur MyCanal. Ainsi que presque tous ces autres films, d'ailleurs. Ah oui, c'est possible, ouais. Depuis le festival de Cannes, peut-être qu'ils les ont mis. Et que j'ai trouvé pas mal du tout. Donc il est un peu longué, il me semble, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de le voir au ciné et je l'ai trouvé très bien. Et d'ailleurs, l'actrice principale est morte et moi elle me faisait penser à Emilie Ratajkowski. Moi c'est pour ça que j'ai cliqué sur le film. J'étais un peu déçu, c'est-à-dire je pensais voir 2h30 de femme à poil et non, il est plus prompt à faire des trucs avec un mec qui fait le gorille sur les tables pendant 25 minutes. Ouais. Moi ça m'a laissé un peu le même goût. J'ai ri, j'ai trouvé la dénonciation vraiment bien, je sais pas ce que je fais, donc donner mon avis, c'est pas le sujet du jour. C'était ta recommandation. Ferme ta gueule, putain, Comment on a glissé là? Excusez. Voilà, oui, mais comme c'était le président du Festival de Cannes, ils ont mis pas mal de ces films, Snow Therapy, je sais pas quoi. The Square. The Square. Alors j'en profite simplement, c'est pas ma recommandation, toute petite parenthèse, puisque le Festival de Cannes s'est terminé hier au moment où on enregistre, comme ça vous pouvez situer. C'était hier soir, et la Palme d'Or est allée à Justine Triet. Alors honnêtement, le Festival de Cannes, ça m'en touche une sur la bouche à l'autre pour citer notre cher président. Pour toute l'abjection, toute l'abjection que m'inspire ce festival en temps normal, je tenais à saluer, je vais y arriver, Justine Triet, parce que c'est une réalisatrice que j'aime plutôt bien. Je vous recommande La Bataille de Solferino notamment, et je suis très content parce qu'hier, grâce à elle, j'ai passé une très bonne soirée en voyant l'état dans lequel elle a mis les macronistes, en parlant notamment de la politique culturelle liée au cinéma en France actuellement. Elle nous a rappelé aussi que le cinéma, que ce soit sa pratique ou les discours qu'on porte sur lui, pouvaient être politiques, et ça faisait plutôt plaisir. Donc coucou à elle, elle a rendu un palmarès de Cannes à peu près buvable pour une fois. C'est pas mal. Et tu avais une recommandation à part cette dame ? Oui, tout à fait. Je vous recommande d'aller jeter un œil sur Ulule, puisqu'il vous reste encore quelques jours au moment où cette émission est diffusée pour participer au financement participatif, c'est le principe d'Ulule, pour la publication d'un livre d'un éditeur lyonnais dont j'apprécie plutôt le travail, qui s'appelle
Aardvark, édition, et qui travaille actuellement du coup sur un livre sur le cinéma australien, 5 décennies de cinéma australien. Ça s'appelle Down Under Movies, et donc ça se veut être une somme assez complète sur le cinéma australien, notamment le cinéma de genre qu'on a appelé la Ausploitation, Mad Max, j'allais dire, étant un des représentants les plus célèbres. Et donc voilà, c'est un projet que je vous invite à soutenir si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir sur la page Ulule. On n'a pas d'action chez eux, ils sont pas au courant, hein. On n'est pas payé, c'est voilà, simplement parce que j'aime beaucoup le travail de cet éditeur, et je sais que ça peut sans doute en intéresser certains d'entre vous, donc vous pouvez précommander le livre en participant à son financement, et ça a l'air en plus d'être un bel objet, pour avoir plusieurs livres de leur collection. C'est souvent des beaux objets, très complets. Les auteurs qu'ils choisissent sont toujours parfaitement qualifiés pour parler de ce dont ils parlent et écrire sur les sujets sur lesquels ils écrivent. Donc je vous recommande d'aller voir sur Ulule Down Under Movies. Ça va sortir du coup en octobre a priori, à l'automne, chez Aardvark Édition. Ok. Et toi, Quentin ? Et moi, je voulais recommander le bar à pute de ma belle-sœur dans le Gers. C'est qui s'occupe du montage cette fois-ci ? Ça, je le laisse. Hein. En plus, je me dégoûte parce que j'y ai pensé genre en venant à pied. Je me suis dit, celle-ci, je vais la plaire. En fait, pourquoi j'ai pensé à cette blague ? Parce que je voyais pas trop quoi recommander. Je vois mes listes de films. J'ai vu que des merdes depuis des semaines et des semaines. Alors, en revanche, une chose, parce que ça s'est passé vite, donc ce sera ça ma recommandation pour cette semaine. Sur Netflix, il y a une première saison de The Diplomat qui est sortie. Alors bon, voilà, pour ceux qui me connaissent, forcément, dès qu'il y a un truc avec de la politique et des enjeux comme ça, j'ai à peu près vu tout ce qui pouvait se faire, dès l'instant où c'est ou français ou américain, donc pas grand chose, mais je veux dire, voilà, je suis très fan. J'ai adoré la première saison et je la recommande, et on attend une deuxième saison, je crois, d'ici pas trop longtemps. Voilà. Très bien. C'est tout. Mais vous pouvez quand même aller au bar à pute de ma belle-sœur dans le Gers. Je donnerai l'adresse dans la prochaine émission. Comment il s'appelle ? Chez Michel. Oui, ça fait boucherie-charcuterie en même temps. Voilà, allez, on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.